Au nord du Burkina Faso, les fusils se sont tous remplacés par le grondement régulier des pompes que l'on remet en marche chaque semaine. Hier encore, plus d'1 million de déplacés et des marchés vides semblaient condamner toute reprise durable avant qu'Ibrahim Traoré ne bouscule ce scénario. Que vaut vraiment ce basculement pour ceux qui rentrent chez eux avec plus de peur que de bagages? Et jusqu'où cette expérience fragile pourra-t-elle tenir si les armes, la sécheresse ou les pressions extérieures reviennent un jour frapper à la porte? La reconstruction du Burkina Faso repose désormais sur une promesse simple mais exigeante: rendre aux habitants la maîtrise de leur vie après une décennie d'insécurité et d'exode. Au cœur de cette promesse se trouve un bénéfice clair: restaurer la dignité par des moyens concrets, qui orientent chaque initiative de la sécurisation des villages à la relance des terres cultivables. Ce cadre crée un enjeu décisif. Si l'élan actuel faiblit, le pays pourrait retomber dans un cycle où les communautés abandonnées deviennent de nouveau vulnérables à la violence, à la sécheresse et à la dépendance humanitaire. Il est important de noter que les premiers signes de reprise montrent que les villages récemment réhabilités forment déjà un test grandeur nature de ce modèle. Mais une question latente demeure très haut. On peut se demander: les gains visibles aujourd'hui suffiront-ils à tenir face aux tensions frontalières et aux pressions économiques qui n'ont pas disparu? Car pour beaucoup de familles revenues dans leurs anciens hameaux, la véritable épreuve commence seulement. Reconstruire une vie entière avec des routes encore fragiles, des marchés hésitants et des écoles qui rouvrent lentement. La première révélation apparaît dès que l'on observe les chiffres. Plus d'1 million de déplacés internes ont déjà repris le chemin de leur village et près de 70% des zones autrefois contestées enregistrent désormais une baisse nette des violences. Cette dynamique enclenchée en moins de 3 ans constitue le socle indispensable pour comprendre pourquoi la stratégie d'Ibrahim Traoré prend aujourd'hui une dimension déterminante dans le paysage sahélien. En même temps, la région du Sahel burkinabé, longtemps symbole de chaos, commence à redevenir un espace où les routes s'ouvrent, les marchés respirent et les écoles accueillent de nouveau les enfants. Il est important de noter que cette amélioration n'a pas surgi spontanément. Elle est directement liée à la sécurisation progressive des corridors, à la présence continue des patrouilles mixtes et à la restauration d'infrastructures vitales comme les puits ou les axes reliant les villages agricoles. Les 10 dernières années avaient pourtant façonné un tout autre horizon: plus de 2 millions de personnes déracinées, des zones entières abandonnées aux groupes armés liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, et des villages transformés en no man's land. Sous cette pression, l'économie rurale, pilier de la subsistance, s'était effondrée, entraînant la fermeture des marchés hebdomadaires, la perte des troupeaux et quasi totale de la production vivrière. Ce contexte, souvent résumé par les organismes internationaux en décennie noire, explique pourquoi la moindre reprise est perçue comme un changement radical par les communautés locales. Une autre illustration apparaît. La réactivation des bataillons d'intervention rapide a permis non seulement de regagner des portions stratégiques du territoire, aussi de créer des couloirs humanitaires offrant un premier filet de sécurité aux familles revenues. Mais là, le contexte montre que là, une succession de chiffres, c'est aussi la lente recomposition d'un tissu social brisé, où les anciens déplacés apprennent à reconstruire leurs champs, leurs maisons et parfois la confiance envers l'État. À partir de là, la question devient inévitable. Les premiers succès de cette stabilisation seront-ils suffisants pour résister aux tensions climatiques, aux poches d'insécurité persistantes et aux fragilités structurelles d'un pays encore en convalescence? Dans les zones rurales du nord et du centre-nord, les premiers signes du redressement apparaissent souvent à travers quelques figures locales qui deviennent, malgré elles, les témoins d'un basculement silencieux. C'est le cas de Mariam, revenue à Barcelogo après 2 ans d'exil, qui raconte comment les unités de sécurité mobile ont rétabli une présence régulière autour des puits, permettant aux femmes du village de reprendre l'irrigation des petites parcelles vivrières sans craindre les embuscades. Voici un exemple. Chak vient de Gabou, où un éleveur déplacé, Idrissa, a pu reconstituer un petit troupeau au service vétérinaire rouvert et à l'arrivée de matériel pastoral distribué lors des premières rondes humanitaires sécurisées. Parallèlement, les marchés hebdomadaires, longtemps fermés ou sporadiques,
reprennent une cadence plus stable. Quelques étals d'oignons, puis des sacs de mil, et enfin les premières volailles réintroduites par les familles revenues. Il est important de noter que ces retours précoces créent un effet de lent. Une fois qu'un village recommence à produire faiblement, les hameaux voisins suivent, encouragés par la présence d'équipes mixtes police-armée qui surveillent les axes secondaires. Une autre illustration apparaît. Encore plus significative apparaît chez les enseignants volontaires, plusieurs d'entre eux revenant avant la réouverture officielle des écoles, convaincus que la simple présence d'un tableau et de quelques cahiers suffit à réamorcer la vie collective. À partir de là, l'impact s'élargit. Les familles déplacées hésitantes observent ces signes, évaluent la sécurité nouvelle et décident progressivement de rentrer, créant un cercle vertueux où chaque retour renforce la stabilité perçue. En d'autres termes, la normalité revient seulement quand quelqu'un ose revenir. Avant 2022, le nord du Burkina Faso se vidait. Villages désertés, routes coupées, marchés silencieux. Après 2022, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une mécanique inverse s'enclenche. Routes rouvertes, patrouilles mixtes, puis restaurées. Ce pivot initial constitue le « ainsi commence la dynamique » qui redéfinit tout le cycle de reconstruction. Il est important de noter que la première étape opérationnelle démarre avec la réactivation des bataillons d'intervention rapide, unités légères capables de se déployer en quelques heures dans des zones jusque-là considérées comme perdues. Ces bataillons reprennent des carrefours clés, sécurisent les axes menant aux marchés ruraux et établissent des corridors où circulent désormais l'aide, les véhicules agricoles et les familles revenant étape par étape. D'un autre, les unités mobiles de police, moins visibles mais essentielles, s'installent dans la durée, postes avancés, rondes nocturnes, des mouvements sur les pistes menant aux champs. Cette double présence, rapide puis durable, crée un premier filet de stabilité, là où la population vivait dans la peur constante. Le moment culminant survient lorsque les premiers villages stabilisés se transforment en hub de reprise. À Barcelogo, les réparations des pompes entraînent le retour de l'irrigation. Les femmes reprennent les parcelles vivrières, les jeunes reviennent avec des charrettes transportant des sacs de semences. À Gabou, les couloirs humanitaires permettent d'acheminer du matériel d'élevage, relançant les petits troupeaux qui avaient disparu. Les marchés renaissent, 2 étals, puis 10, puis 20, créant une activité que l'on croyait impossible il y a encore un an. Une autre illustration apparaît. Les écoles rouvrent à mesure que les familles reviennent. Un tableau, 3 bancs, quelques cahiers suffisent pour que la vie collective reparte. La production agricole, bien que fragile, retrouve un souffle. Riz, maïs, mil, volaille, chaque filière redémarre à son rythme. Des investissements lourds, près de 592 milliards de francs CFA, modernisent l'irrigation, soutiennent les coopératives et créent les premières vagues d'emplois, près de 40 000 directs. C'est à ce moment que le pays dépasse le simple rétablissement. Il amorce un mouvement structurel où sécurité et économie avancent ensemble. Puis vient la période suivante, montre que la phase la plus délicate. La sécheresse frappe plusieurs provinces, réduisant une partie des récoltes prévues. Certains villages frontaliers restent exposés aux incursions djihadistes. Les critiques internationales soulignent la centralisation croissante du pouvoir et les risques d'un modèle dépendant à l'excès de l'agriculture. Puis les effets positifs persistent, plus d'1 million de personnes rentrent chez elles, la production de riz progresse de 15% dans certaines zones, l'élevage gagne 10% aux services vétérinaires réactivés. Les villages stabilisés attirent les déplacés hésitants, renforçant le cercle vertueux du retour. Les marchés deviennent des points de ralliement, les coopératives agricoles reprennent les ventes et les programmes locaux achètent directement aux producteurs pour alimenter les cantines scolaires. À partir de là, la reconstruction change d'échelle. Elle passe de la survie immédiate à la consolidation d'un modèle où l'économie locale reprend la main, soutenue par la sécurité retrouvée. Et au centre de ce déroulement chronologique, un fil rouge demeure. Sans le choc initial déclenché par Ibrahim Traoré, aucune de ces séquences n'aurait pu s'enchaîner.
Par rapport à la situation de 2022, une évolution notable et nette. Plus d'1 million de déplacés sont déjà revenus dans leur village, une progression rendue possible par la sécurisation progressive des couloirs humanitaires. Ce premier indicateur s'explique par la réouverture des routes secondaires, permettant aux familles d'accéder de nouveau aux marchés locaux sans escorte permanente. Le deuxième repère chiffré est tout aussi significatif. La production de riz a augmenté de 15%. Un signal révélateur de la reprise agricole dans les zones stabilisées. Cette hausse reflète l'amélioration des systèmes d'irrigation qui ont renforcé la résilience face aux épisodes récurrents de sécheresse. Le troisième chiffre donne une indication sur la santé économique des régions pastorales. Le secteur de l'élevage a progressé de 10% aux services vétérinaires réactivés. Cette croissance démontre que le bétail peut redevenir un capital productif dès lors que les pistes restent sécurisées plusieurs semaines d'affilée. Il est important de noter que ces trois mesures, retour massif, progression du riz, reprise de l'élevage, tissent ensemble une logique cohérente. La sécurité restaurée sert de socle, et le développement en devient la conséquence naturelle. Loin de simples statistiques, elle représente un basculement vécu quotidiennement par les communautés, notamment dans les provinces du Nord, du Sahel et du Centre-Nord. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État a simultanément réhabilité des infrastructures de base et restructuré des filières agricoles dont dépend la sécurité alimentaire locale. Parallèlement, les programmes agro-pastoraux soutenus par 92 milliards de francs CFA créent une dynamique économique nouvelle. Des coopératives se reforment, les achats institutionnels se stabilisent et les jeunes trouvent un travail au sein des unités d'irrigation modernisées. Le choix d'acheter directement aux producteurs locaux pour approvisionner les cantines scolaires crée un marché automatique, réduisant la dépendance aux importations alimentaires. Une autre illustration apparaît. La FAO et plusieurs ONG partenaires ont distribué semences améliorées, outils agricoles et formations techniques, accélérant la montée en capacité des villages récemment réinstallés. Cependant, un passage d'une situation initiale à une amélioration visible ne signifie pas absence de fragilité. La sécheresse en 2025 a réduit certains rendements, confirmant que la modernisation agricole reste un impératif constant. Les zones proches du Mali et du Niger demeurent instables, avec des incursions ponctuelles qui perturbent les circuits courts et les marchés hebdomadaires. Puis la dynamique reste robuste. Chaque retour de famille renforce la confiance dans la sécurité retrouvée, et chaque hausse de production consolide l'économie de proximité. Ce faisceau de données montre une réalité simple. Le Burkina Faso avance, non pas par miracle, une mécanique précise où sécurité, agriculture et cohésion locale se nourrissent l'une l'autre. Et si la trajectoire reste fragile, elle démontre qu'un pays brisé peut amorcer une reconstruction durable lorsque les premiers repères chiffrés commencent à tenir dans le temps. Les partisans du modèle actuel soutiennent qu'une stabilisation durable ne peut naître que d'une séquence ordonnée. Sécuriser les zones clés, rouvrir les marchés, relancer l'agriculture, puis reconstruire progressivement les services publics. Selon eux, la baisse mesurée des violences dans près de 70% des zones récupérées confirme que cette logique fonctionne, d'autant plus que plus d'1 million de déplacés ont déjà retrouvé leur village, un phénomène longtemps jugé irréaliste. Cette approche, en reconstruisant simultanément sécurité et économie, crée un effet lent vers les hameaux voisins, accélérant la reprise locale. Les critiques voient dans la stratégie actuelle un risque de centralisation excessive du pouvoir, susceptible de marginaliser les communautés locales au moment où elles devraient au centre du processus de reconstruction. Il souligne que l'accent mis sur l'agriculture, malgré ses résultats tangibles, pourrait fragiliser l'économie en rendant le pays vulnérable aux aléas climatiques annuels, dont la sécheresse observée en 2025 a déjà montré les effets. Selon certaines analyses, combat où la reconstruction des infrastructures ne suffit pas si les régions frontalières continuent de subir des incursions djihadistes capables d'interrompre l'élan acquis. Parallèlement, Stillman oint la légitimité de ces inquiétudes. Oui, la sécheresse reste un facteur déterminant. Oui, la pression sécuritaire aux frontières demeure réelle. Voilà, le risque de surcentralisation nécessite un rééquilibrage progressif. Mais lorsqu'on examine les données du terrain, un point apparaît clairement.
Malgré ces fragilités, les résultats observables montrent une progression qui aurait été impossible sans la combinaison actuelle sécurité plus développement. Les coopératives agricoles rouvertes, la reprise de l'élevage, plus à 10%, l'augmentation du riz, plus à 15%, les écoles réactivées et les marchés regagnant du volume témoignent d'une dynamique que ni l'assistance humanitaire seule, ni une approche uniquement militaire n'auraient pu produire. À partir de là, le véritable Stillman se dessine. La stratégie en vigueur n'est ni parfaite ni totale. Elle constitue l'un des rares modèles capables de produire des améliorations mesurables dans un pays qui sort d'une décennie de chaos. Tout bascule plus vite qu'avant. À ce moment charnière, apparaît clairement lorsque les villages stabilisés deviennent, presque soudainement, des activités qui dépassent leur propre périmètre. Dans plusieurs zones du Nord, les premiers retours massifs créent une dynamique où la sécurité acquise n'est plus seulement subie, mais réinvestie par les habitants. Il est important de noter que les marchés redevenus actifs attirent des familles de hameaux voisins qui viennent sonder la possibilité d'un retour durable. Cette bascule n'est pas un hasard. Elle coïncide avec la synchronisation entre infrastructures restaurées, irrigation relancée, présence sécuritaire continue. Un triptyque qui, une fois aligné, change l'allure du territoire. À partir de là, l'impact de l'approche impulsée par Ibrahim Traoré devient visible dans l'organisation locale. Les coopératives agricoles se reforment, les circuits courts reprennent, les femmes relancent les jardins vivriers et les jeunes réinvestissent les ateliers communautaires. D'un autre, une tension nouvelle apparaît. Si la reprise est réelle, elle reste fragile, car les zones frontalières continuent de subir des pressions pouvant interrompre ce momentum. Shin Mangman Nae. À ce stade, il devient clair que, un instant où le pays montre qu'il peut avancer, mais où chaque progrès doit encore faire ses preuves dans la durée. Les effets visibles de la reconstruction se déploient désormais à travers 4 groupes clés, chacun ressentant différemment l'élan enclenché sous la direction d'Ibrahim Traoré. Il est important de noter que ces impacts ne se manifestent pas de façon homogène. Ils se tissent par couches au rythme des retours, des récoltes, des réouvertures d'écoles et des fluctuations de sécurité. Dans les zones rurales stabilisées, les familles revenues replantent leurs champs de mil, maïs et riz au système d'irrigation remis en service. La hausse de 15% de la production risicole dans certaines régions montre que l'amélioration n'est pas théorique. Les coopératives agricoles, longtemps inactives, reprennent leurs activités. Achats groupés de semences, ventes collectives sur les marchés hebdomadaires, mutualisation du matériel. Une autre illustration apparaît. L'élevage regagne du terrain. Le plus 10% observé reflète l'action conjointe des services vétérinaires et des couloirs sécurisés pour la transhumance locale. Pour ce premier groupe, l'effet dominant était clair. Un retour mesuré de la souveraineté alimentaire. Quelques boutiques rouvrent, puis des ateliers de réparation, puis des points de vente de produits laitiers ou de volailles. Les marchés redeviennent des nœuds essentiels. Les vendeurs reviennent, les transporteurs reprennent leur trajet et les familles disposent de nouveau d'un lieu d'échange stable. Quand les programmes d'achats institutionnels, notamment l'approvisionnement des cantines scolaires par des produits locaux, créent un marché garanti pour les producteurs. Ce deuxième groupe bénéficie surtout d'un redémarrage économique fondé sur la proximité, moins dépendant des importations. Pour les déplacés internes, l'impact est d'abord psychologique. La possibilité de rentrer brise un cycle de peur et de dépendance humanitaire. Plus d'1 million de personnes ont déjà repris leur place dans leur village d'origine. Les kits agricoles distribués, la remise en état des puits, la reopening progressive des écoles donnent aux familles une sensation de continuité retrouvée. Parallèlement, les femmes jouent un clé. Elles relancent l'élevage léger, les jardins potagers et les petites coopératives alimentaires. Ce groupe vit une conséquence majeure, le retour de la maîtrise de son quotidien, Tai Langting. Puis les communautés situées près du Mali et du Niger restent confrontées à une pression constante des groupes armés. Dans ces zones, la sécurité oscille, une semaine stable, une autre plus tendue. Les activités agricoles reprennent, mais sous condition. La surveillance doit continuer, les patrouilles fréquentes et les axes secondaires constamment,
Malgré cela, ces régions observent des signaux timides, quelques commerces réouverts, des familles revenant prudemment, des écoles réactivées en rotation. Leur enjeu principal, tenir suffisamment longtemps pour rejoindre la dynamique nationale. À partir de là, l'ensemble des impacts montre une réalité nuancée. La stratégie portée par Ibrahim Traoré ne transforme pas tout d'un coup, elle produit des résultats mesurables, vécus différemment selon la localisation, le niveau de sécurité et la capacité des communautés à se réorganiser. Stabilité progressive, gain lent mais réel. Dans le scénario central, le Burkina Faso poursuit l'élan amorcé ces 2 dernières années. Les zones sécurisées restent relativement stables, permettant aux familles récemment revenues de consolider leur culture, d'entretenir les systèmes d'irrigation et de maintenir les marchés hebdomadaires en activité. Les coopératives agricoles continuent de s'organiser, particulièrement dans les régions du nord et du centre-nord où les petits producteurs trouvent des débouchés réguliers aux achats institutionnels. Il est important de noter que la reprise n'est pas spectaculaire. Routes maintenues, retour des services vétérinaires, écoles ouvertes en rythme constant. Les frontières restent sous tension, mais sans rupture majeure. Ce scénario base suppose une trajectoire stable, mais exige vigilance et cohérence dans l'allocation des ressources. Couplé à une accélération de la modernisation agricole, pourrait changer l'échelle de la reprise. Les récoltes dépassant les prévisions, offrant un excédent dans plusieurs filières, riz, mil, maïs, volaille, les stations de transformation de viande à Bobo-Dioulasso deviennent pleinement opérationnelles, créant une chaîne d'approvisionnement fiable dans tout le centre-ouest. Les retours de déplacés renforçant la cohésion locale. Les partenariats régionaux fragiles réduisent les incursions armées sur certaines bandes frontalières. À partir de là, l'économie locale devient moteur, diversification, emploi, investissement communautaire. Ce scénario optimiste n'efface pas les vulnérabilités, rend un modèle de reconstruction rurale. Une conjonction défavorable pourrait ralentir sérieusement les progrès. Une sécheresse prolongée entraîne une baisse des récoltes, rendant les familles rurales plus dépendantes de l'aide. Les incursions djihadistes augmentent aux frontières, perturbant les marchés et les axes agricoles. La centralisation du pouvoir suscite des critiques, faisant reculer certains appuis techniques internationaux. Les programmes sociaux RSU, PAMPV ou RAMU connaissent des retards. Les retours de déplacés ralentissent nettement. Ce scénario ne signifie pas un effondrement, obligeant l'État à redéployer l'armée au détriment du développement rural. Le pays doit penser sécurité plus production plus cohésion comme 3 leviers indissociables. Pour un spectateur extérieur, le Burkina Faso apparaît souvent comme une terre lointaine, marquée par les conflits, les tensions sahéliennes et les crises humanitaires. Pourtant, derrière ces récits épais se dévoile une réalité plus intime, celle de milliers de familles qui, jour après jour, reconstruisent leur vie avec des moyens modestes, mais une volonté farouche. En même temps, les communautés rurales qui ont vu leurs terres ravagées retrouvent progressivement une forme de normalité. Champs cultivés, enfants marchant vers l'école, marchés rouvrant lentement. Il est important de noter que ces avancées parlent directement au public vivant dans des contextes similaires. Elles montrent qu'un processus de reconstruction peut naître non pas de promesses abstraites, mais d'actes concrets répétés. D'un autre pour les personnes confrontées à leur propre crise, économique, sociale ou sécuritaire, l'exemple burkinabé offre une leçon de résilience. Les gestes simples, comme réparer un puits, rétablir un marché, relancer un troupeau, illustrent comment les communautés peuvent retrouver de la stabilité lorsque les structures nationales vacillent. À partir de là, 2i pour rapprocher l'expérience du Burkina Faso du vécu du spectateur. D'abord, reconnaître que la reconstruction commence souvent par les moins visibles. Ensuite, comprendre que la cohésion d'un village ou d'un quartier repose sur des efforts minuscules mais persistants, souvent portés par les habitants. Enfin, ce parcours burkinabé rappelle une vérité simple. La dignité renaît quand les communautés reprennent en la main sur leur quotidien. Et cette idée universelle dépasse les frontières du Sahel pour toucher quiconque cherche à reconstruire une part de sa vie, de son quartier ou de son pays. Pour que les progrès observés deviennent durables,
Une feuille de route précise doit guider l'action de l'État, des communautés et des partenaires locaux. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire peut s'articuler en 4 étapes cohérentes, chacune liée à un acteur principal et à un critère de mesure concret. Les forces de sécurité doivent maintenir une présence continue dans les zones stabilisées, avec des patrouilles mixtes et des postes avancés. L'objectif, garantir que les villages récemment réinstallés restent accessibles en permanence. Cela signifie que nombre d'axes secondaires sécurisés chaque. Il faut poursuivre la modernisation de l'irrigation, distribuer semences améliorées, réhabiliter les périmètres agricoles et diversifier les cultures. Cela signifie que progression saisonnière de la production, riz, mil, maïs, dans les zones déjà stabilisées. Les filets sociaux doivent élargir pour soutenir les familles vulnérables, en particulier les déplacés récemment revenus. Les cantines scolaires et structures publiques doivent acheter directement aux producteurs locaux. Organiser des comités villageois pour surveiller la sécurité, gérer l'eau, suivre les projets et identifier les besoins prioritaires. À partir de là, un principe se dégage. La reconstruction n'avance que si chaque acteur voit son calendrier et son indicateur de réussite. Dans les villages où Mariam, l'agricultrice de Barcelogo, avait repris timidement ses parcelles, la vie s'est recomposée un geste après l'autre. Ce motif, celui d'une femme revenant au puits réparé, tirant l'eau qui irrigue les premiers sillons, devient le fil symbolique de toute la reconstruction. Tak Chinsak Anding va fat zo Ibrahim Traoré, tout que des milliers d'autres femmes suivent la trajectoire. Retourner, réapprendre, reconstruire. Chaque parcelle remise en culture, chaque troupeau reconstitué, chaque marché rouvert rappelle que les transformations les plus profondes naissent souvent de gestes modestes et silencieux. D'un autre, les villages qui avaient sombré dans le silence retrouvent une respiration commune. Celle des enfants se rendant à l'école, des hommes réparant les des familles, partageant les premières récoltes depuis des années. En même temps, l'horizon reste fragile, mais il porte une lumière nouvelle, celle d'un pays capable de renaître à partir de ses forces les plus simples. Et dans cette trame humaine, un constat s'impose. La résilience commence toujours dans les mains de ceux qui restent. La dignité renaît quand un village ose recommencer. À l'échelle du Sahel, l'histoire du Burkina Faso résonne comme un rappel silencieux. La reconstruction n'est pas seulement une affaire d'infrastructures, qu'ont de gestes répétés, de communautés qui refusent d'abandonner leurs terres. Les villages où l'on répare un puits, où l'on rouvre un marché, où l'on replante les premières graines, deviennent des symboles d'un pays qui choisit de tenir debout malgré les épreuves. Il est important de noter que ces efforts n'appartiennent pas qu'au Burkina Faso, ils parlent à tous ceux qui cherchent à retisser des liens, à sécuriser leur avenir et à une autonomie réelle dans leur propre contexte. À partir de là, le spectateur n'est pas seulement un observateur, il devient témoin d'un modèle qui montre que la résilience peut naître de la solidarité, de la cohésion locale et des choix collectifs. Partager une information, soutenir un projet communautaire, relayer une initiative locale contribue à renforcer des dynamiques qui dépassent les frontières. Alors, face à cette histoire de reconstruction patiente et déterminée, quelle place souhaitez-vous prendre dans les récits qui construisent en l'avenir ?